Bonsoir et bienvenue à tous. Mercredi 28 novembre, voici les titres. 11e jour, les Gilets jaunes étaient encore mobilisés sur tout le territoire. Jugeant insuffisantes les mesures d'Emmanuel Macron, un appel a été lancé pour manifester une nouvelle fois samedi sur les Champs-Élysées. Sur l'île de la Réunion, les blocages ont repris de plus belle après l'arrivée de la ministre des Outre-mer. Et pour tenter de calmer la colère, Emmanuel Macron a donc annoncé hier que la taxe sur les carburants serait variable en fonction des prix du baril. En quoi va consister ce dispositif? Se traduira-t-il par des prix plus bas pour l'automobiliste? Nous répondrons à toutes vos questions. L'Amérique découvre avec stupeur l'un des plus grands tueurs en série de son histoire. À 78 ans, Samuel Little, déjà condamné à 3 reprises à la prison à vie, a avoué 90 meurtres supplémentaires. Un funeste palmarès réparti sur 14 États en l'espace d'un demi-siècle. Le salon de l'événementiel se tient à Paris jusqu'à demain. L'occasion de comprendre l'impact de la technologie dans la communication, et une grande tendance se dessine. L'arrivée des hologrammes pourrait changer notre façon de faire du lèche-vitrine. Et puis, à la fin de ce journal du cinéma, avec la sortie de Casse-Noisette et les 4 royaumes, une production Disney sous forme de conte de Noël. L'histoire d'une jeune fille qui, à la mort de sa mère, se retrouve dans un monde parallèle à la recherche d'une clé, un voyage initiatique plein de féerie. 11e jour de la mobilisation des Gilets jaunes, les opérations de blocage ont donc continué aujourd'hui, et 3 Français sur 4 jugent insuffisantes les mesures annoncées par le président. Hier soir, 2 porte-paroles ont été reçus au ministère de la Transition écologique en sortant de la Réunion. Un appel a été lancé pour une nouvelle manifestation samedi sur les Champs-Élysées. Alors peut-on craindre de nouvelles tensions? Élément de réponse avec Pascal Largeron, Charlotte Dardelin et Lionel Gendron. Combien seront-ils à répondre à l'appel? Comme ici à Nancy, beaucoup de gilets jaunes devront arbitrer entre envie et faisabilité. On n'a pas plus d'argent que ça, donc c'est compliqué de monter à Paris aussi. Ce qu'on demande, c'est de l'aide de toute la population. Ça peut être du covoiturage, ça peut être des bus. En tout cas, sur les Champs-Élysées, les commerçants se demandent s'ils vont connaître le même samedi noir. Ce propriétaire de brasserie n'a pas eu le choix ce week-end. Pavé contre les fenêtres, gaz lacrymogène dans le restaurant, il a dû fermer. C'est 50 000 € de pertes sèches de chiffre d'affaires sur la journée de samedi. Ça, c'est le premier coup. Plus après, entre 40 et 50 000 € de pertes structurelles, dégâts matériels et autres. Des grandes enseignes ont dépêché des professionnels du bâtiment pour éventuellement renforcer les façades. La direction de cette chaîne de restaurants nous a indiqué que ce serait porte close samedi. Les réparations n'ont pas débuté, inutile s'il y a à nouveau de la casse. Mais est-ce inévitable? Certains syndicats de police estiment en tout cas qu'il est possible de mieux anticiper. Là, il y avait 2 chantiers avec des pavés en libre accès. À un moment, ça s'est enlevé pour éviter de faciliter le travail des casseurs et donc les blessures chez les forces de l'ordre. Donc si c'est fait pour la prochaine fois, également, ça fera avancer les choses. En effet, les casseurs ont eu facilement accès à des pavés décellés et à des objets de chantier qui ont servi de projectiles. Si les gilets jaunes reviennent sans autorisation, l'une des hypothèses au ministère de l'Intérieur est de bloquer l'avenue avec des points de contrôle aux principales intersections. Il faudra aussi sécuriser le palais d'Élysée. Les gilets jaunes rêvent d'y accéder. En tout cas, les autorités ne veulent plus voir ces images. La maire de l'arrondissement s'est rendue compte de leur impact quand une journaliste anglaise l'a appelée ce week-end. Elle est venue spécialement de Bruxelles en disant ma rédaction m'a dit il faut que tu ailles voir ce qui se passe en France et à Paris parce qu'il y a la guérilla. Les différents scénarios sont actuellement étudiés. Une réunion entre commerçants et préfecture de police est prévue vendredi matin. On a fixé un cap et on va tenir ce cap. Notre phrase du jour est signée Édouard Philippe. Le Premier ministre a confirmé ce matin que les taxes sur le carburant augmenteront bien au 1er janvier. Il s'est dit prêt à rencontrer aussi une délégation représentative de Gilets jaunes. Autre annonce concernant le pouvoir d'achat, il n'y aura pas de coup de pouce au SMIC au 1er janvier. Et les radars font aussi les frais de la colère des Gilets jaunes. 130 ont été totalement détruits depuis le début du mouvement, le 17 novembre. En tout, au moins 600 cabines automatiques sont actuellement hors service. Le nettoyage d'un radar repeint coûte 600 €. Un radar fixe détruit coûte 30 000 €. Et puis à propos de radar, le gouvernement n'interdira finalement pas les signalements des contrôles routiers sur les systèmes d'aide à la conduite, type Coyote ou Waze, comme annoncé.
Et à La Réunion, la situation est toujours extrêmement tendue. Vous le savez, depuis le 17 novembre et le début du mouvement des Gilets jaunes, l'île est en proie à une quasi-paralysie. La ministre des Outre-mer, Annick Girardin, est arrivée sur place pour tenter d'apaiser les tensions. Elle a eu le droit à un accueil plutôt mouvementé avant d'annoncer des mesures en faveur de la jeunesse et des plus démunis. Reportage Laura Striano et Marc Guéring. Un déplacement mouvementé. Sitôt arrivé, Annick Girardin a pu constater que la mobilisation des Gilets jaunes réunionnais était intacte. Ramener l'éducatrice, madame, auprès des délinquants. Aujourd'hui, il a plein de moyens pour que nous puissions aider ces jeunes-là. Après avoir écouté, la ministre des Outre-mer prend la parole. Je suis à vos côtés pour répondre aux questions de la vie chère, parce que oui, ici, la vie est chère. Une ministre à l'écoute face à un mouvement des Gilets jaunes d'ampleur qui a décrété une journée morte dans toute l'île aujourd'hui avec le soutien des syndicats. Dans les rares boutiques ouvertes quelques heures ce matin, des rayons presque vides, conséquence du blocage des routes qui empêche tout ravitaillement. Parmi les manifestants, les revendications ciblent le pouvoir d'achat. C'est dur, on a les sous, on paye les factures, on fait à manger, on ne peut plus faire plaisir aux enfants. Des difficultés transmises par des délégations reçues au fil de la journée par la ministre à la préfecture. Nous attendrons, il propose à nous des choses réelles. Parce que s'il ne propose pas des choses réelles, elle continuera pareil. Ce soir, Annick Girardin a fait une première série d'annonces. Augmentation de la prime d'activité de 360 €, du minimum vieillesse de 35 € et remboursement des frais de lunettes ou dentaires à 100% par la sécurité sociale. Car ce mouvement, que je distingue nettement de ceux qui cherchent le chaos, exprime un malaise profond qu'il nous appartient d'entendre. Des annonces jugées insuffisantes par certains qui ont décidé de remonter des barrages aux mêmes endroits qu'hier soir. Paralysée, l'île de la Réunion voit son économie se gripper. Conséquence, 465 entreprises ont demandé la mise au chômage partiel de plus de 6000 salariés. Et en Corse, le prix de l'essence provoque aussi la colère des insulaires. Les élus nationalistes ont demandé le gel des prix des carburants plus chers sur l'île que sur le continent et la mise en place d'une conférence sociale visant à trouver des solutions à la vie chère dans l'île. Et dans ce contexte, revenons donc sur l'annonce faite hier par Emmanuel Macron d'instaurer une taxe intelligente, modulable ou flottante en fonction des prix du baril. En quoi va consister ce dispositif? Se traduira-t-il par des prix plus bas pour l'automobiliste? Ce soir, c'est Diane Louzillet qui fait le point et qui vous répond. Alors Diane, d'abord, comment est fixé le prix du carburant en France? Alors Xavier, pour simplifier, il se divise en 3 parties. D'abord, le prix du pétrole brut qui fluctue en ce moment, par exemple, il est à 53 € le baril. De l'autre, il y a 2 taxes. D'abord, la TVA fixée à 20% et la TICPE pour taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, anciennement appelée la TIPP. Son montant varie entre 59 et 69 centimes le litre selon le type de carburant et la région. Et aujourd'hui, eh bien, si le pétrole devient plus cher, il n'y a aucun mécanisme pour éviter la hausse du prix à la pompe. Alors que changerait la taxe flottante? Eh bien, l'idée serait de rendre la taxe TICPE flexible pour amortir le choc des variations des prix du pétrole brut. En clair, quand le prix du pétrole augmente, eh bien, on baisse la TICPE. Le prix à la pompe reste ainsi stable. Et pour ce faire, Xavier, le Parlement pourrait, sur demande du gouvernement, se réunir tous les 3 mois afin de fixer justement le montant de cette taxe. Alors, ce dispositif a déjà été testé par le passé. Pour quel résultat, Diane? Alors oui, a été testé, Xavier, entre 2000 et 2002 sous le gouvernement Jospin, avec un autre fonctionnement. À l'époque, en effet, pas de révision tous les 3 mois. La taxe flottante était automatiquement enclenchée dès lors que le prix du pétrole augmentait de plus de 10%. Pour, au final, il faut l'avouer, un résultat très contrasté. La mesure avait fait perdre plus de 2,7 milliards d'euros de recettes à l'État. Et pour les automobilistes, l'effet était à peine perceptible, à savoir une baisse de 2 centimes par litre à la pompe. Alors, selon certains observateurs, l'impact de cette nouvelle mesure sur le pouvoir d'achat pourrait également être marginal, surtout que le gouvernement prévoit une hausse annuelle de la TICPE jusqu'en 2022. Eh bien, merci beaucoup, Diane. Jean-Marie Le Pen, une nouvelle fois condamné, cette fois pour des propos visant les homosexuels. Et parmi eux, le policier tué dans l'attentat des Champs-Élysées en 2017, Xavier Jugelé. À 90 ans, l'eurodéputé a été reconnu coupable d'avoir fait le lien entre pédophilie
pédophilie et homosexualité. Le cofondateur du Front National écope de 800 € d'amende. Il devra payer 4 000 € de dommages et intérêts à l'association Mousse qui avait porté plainte. À la direction des États-Unis à présent, où un homme de 78 ans, déjà condamné à 3 peines de prison à vie, a reconnu avoir commis 90 meurtres dans 14 États en l'espace d'un demi-siècle. Un funeste record qui fait de Samuel Little l'un des plus grands tueurs en série de l'histoire. Récit signé Irène Candel. Ils sont venus en famille dans ce cimetière où le corps de leur sœur Mélissa a été retrouvé sans vie il y a 22 ans. À ma grande sœur, j'ai juste envie de dire « je t'aime ». Et on y est arrivé. On y est arrivé. Ils sont enfin arrivés à identifier son meurtrier, Samuel Little. À 78 ans, il est aujourd'hui affaibli et se déplace en fauteuil roulant. En 2014, il a été condamné 3 fois à perpétuité pour le meurtre de 3 femmes en Californie. Une fois tous ses recours épuisés, il a décidé de confesser d'autres crimes. Le sergent en charge du cold case de Mélissa a décidé de lancer une recherche. L'ADN de Little est bien le même que celui du meurtrier. Ils n'ont pas toutes les réponses, mais ils ont quelques réponses. Et au moins ils peuvent commencer leur deuil. Ça me remplit de joie de savoir qu'enfin, ils savent. Depuis sa cellule, l'homme livre volontiers des détails que seul l'auteur des crimes peut connaître. Comment il s'en prenait à des femmes en difficulté, les violait parfois et comment il les étranglait. Une trentaine de cas lui ont déjà été formellement attribués, mais il revendique près de 90 victimes sur 40 années à travers tous les États-Unis. Lorsque nous en aurons fini avec lui, je pense que nous pourrons affirmer qu'il est le tueur en série le plus prolifique qu'aient connu les États-Unis. Samuel Little surpasserait le célèbre Ted Bundy qui sévissait dans les années 70 et à qui on attribue au moins 30 victimes. L'Ukraine sous la menace d'une guerre totale, le cri d'alarme du président Petro Porochenko. Il a visité ses troupes armées, dénoncé l'attitude de Moscou qui renforce ses frontières et annonce le prochain déploiement de nouveaux missiles anti-aériens. L'escalade n'en finit plus entre les deux pays depuis la capture de navires ukrainiens par la marine russe dimanche dernier dans le détroit de Kerch en Ukraine. La loi martiale est entrée en vigueur aujourd'hui. Donald Trump a condamné cette agression de la Russie et menacé d'annuler sa rencontre prévu avec Vladimir Poutine au sommet du G20 en Argentine. Nouvel accident industriel mortel en Chine. Au moins 22 personnes ont été tuées, 22 autres ont été blessées lors d'une explosion suivie d'un incendie près d'une usine chimique à Zhangjiakou, à 200 km de Pékin, l'une des villes qui doit accueillir les Jeux Olympiques d'hiver de 2022. L'incident se serait produit à l'entrée de l'usine où un camion transportant des produits dangereux a explosé. 38 poids lourds et 12 voitures ont été détruits par le feu. En Chine, toujours 48 heures après l'annonce de la naissance supposée de jumelles génétiquement modifiées, le chercheur de Shenzhen a annoncé faire une pause dans ses essais cliniques. Ces révélations ont suscité un concert d'indignation à l'occasion d'un sommet à Hong Kong. Il a présenté ses excuses pour la manière dont son résultat a été communiqué. Lundi, le chercheur avait affirmé avoir modifié les génomes des embryons de jumelles pour les rendre résistantes au virus du sida. Retour en France est devenu un énorme enjeu. L'intelligence artificielle modifie chaque jour un peu plus notre quotidien. Le gouvernement a d'ailleurs décidé de s'intéresser de près à cette question. Un plan a été présenté cet après-midi à Toulouse. Mais qu'appelle-t-on exactement intelligence artificielle? À quoi sert-elle? Pourquoi les enjeux sont-ils si importants? Élément de réponse avec Chloé Michelon, Peggy Lieudenot et Geoffrey Marin-Joris. En 2 ans, cette navette électrique sans chauffeur ni volant a transporté 35 000 passagers sur 1 kilomètre de trajet. Problème, les piétons vont plus vite qu'elle. Elle peut franchir un rond-point, mais pas doubler. Quand elle évite un obstacle, c'est encore brutal. Pour le moment, c'est un peu lent. Ça peut être un peu brusque de temps en temps, comme on vient de voir, mais voilà. Sous le capot, le cerveau, ses capteurs, intelligence artificielle du véhicule. Laser, infrarouge, vidéo, il balaye et analyse l'espace en temps réel. Les capteurs, par exemple, vous pouvez en voir ici et sur le toit. Tous ces capteurs, ils balayent à 360 degrés autour du véhicule et ils lui permettent de voir ce qui se passe pour prendre les décisions et engendrer des actions adaptées. Dans ce local, on supervise la machine et on prépare son futur cerveau. Par exemple, à l'aise en ville, ce véhicule est incapable de prendre
une route de campagne. Les capteurs dont on parlait tout à l'heure voient beaucoup mieux l'espace. Plus il y a de bâtiments autour du véhicule, si vous voulez, mieux ça se passe. Au même moment, on regarde tout ce qu'on appelle la signalisation au sol. Vous savez, les lignes blanches. Sur les petites routes de campagne, c'est pas quelque chose qui est le mieux entretenu aujourd'hui en France. Les poids lourds du secteur américain et japonais ont pris de l'avance. Pour combler le retard, le gouvernement investit 665 millions d'euros d'ici à la fin du quinquennat. Le champ est vaste. Ce chercheur développe un logiciel d'identification du son des oiseaux utile pour contrôler la biodiversité. Le bioacousticien va pouvoir aller écouter exactement les segments qui l'intéressent en fonction des résultats de notre méthode automatique. Le plan vise 2 fois plus de chercheurs et des super ordinateurs pour des calculs toujours plus poussés sur un véhicule. Il faut aujourd'hui 1 millième de seconde à la machine pour réagir, plus d'1 demi-seconde à l'homme. Le fossé devrait encore se creuser. Allez, quand l'équitation aide à surmonter le handicap, cela donne le Paracheval et une association formidable qui se bat pour permettre aux cavaliers victimes du handicap de monter ou remonter à cheval et même de participer à des concours hippiques. L'association aide les organisateurs d'épreuves classiques de saut d'obstacles donc à programmer des épreuves para-équestres et le succès est au rendez-vous. Reportage Anne Burlot, Chloé Michelon et Lionel Gendron. Avec Bandit, Sylvia donne un nouveau tournant à sa vie. Une vie bouleversée il y a 3 ans après une rupture d'anévrisme. Depuis, je suis hémiplégique. C'est-à-dire que mon côté gauche ne fonctionne pas. Avant, elle montait à cheval de temps en temps. Désormais, elle vise la compétition et elle ne ménage pas ses efforts. Pour l'estime de soi, c'est agréable de se dire qu'on est capable. Très bien. Pour l'aider dans son défi, il y a Audrey, sa professeure. Et les difficultés, elle aussi, elle connaît. Gravement blessée dans un accident de voiture, elle a vécu la peur de remonter en selle. Toutes ces douleurs ou ce stress, je l'ai en moi, donc je peux forcément que le comprendre. Sylvia a repris l'équitation au mois de septembre. Elle n'est pas encore prête pour la compétition. Peut-être l'année prochaine. Le temps que je me déstresse un peu. Coucou, mais t'es mignon, hein. Et si elle peut l'envisager, c'est grâce au travail d'une association. L'idée de Nicolas, organiser juste après les compétitions classiques, un concours pour handicapés et accompagner les compétiteurs selon leur handicap. Pouvoir imprimer des listes de départ ou de résultats en braille, d'avoir des systèmes de mise à cheval pour que les cavaliers puissent effectivement participer et monter. Hugues est hémiplégique de naissance. Il a l'habitude des compétitions. Je suis là pour essayer de gagner quand même. Le parcours est le même que pour les cavaliers valides, mais les barres sont abaissées de 10 cm. Ce jour-là, Hugues était le seul engagé dans la catégorie handicapée. Avec Visiteuse, sa jument, ils sont prêts pour des rendez-vous plus disputés. On a bien gagné, on a bien allé vite. Ces épreuves para-équestres se développent, plus de 130 cette année en France. Impossible aujourd'hui d'organiser un grand événement sans le support de la technologie. Les professionnels de l'événementiel l'ont bien compris. Ils se retrouvent en ce moment porte de Versailles pour un salon qui leur est dédié au programme des dernières nouveautés. Donc les hologrammes, on le vend en poupe, idéal pour donner vie par exemple aux vitrines de demain. Reportage Guillaume Delalande. On les connaissait dans la science-fiction, les hologrammes seront demain dans nos vitrines. Attirer le regard sur une paire de chaussures, animer une bouteille de parfum, sublimer un couteau ou faire une démo d'une application sur smartphone. Alors c'est un factice en fait sur lequel on projette l'holographie. Et puis vous savez, une démonstration en direct, ça marche pas toujours comme on voudrait. Avec l'holographie, ça marche tout le temps. Toujours plus grand, les murs d'images deviennent robotisés avec des écrans courbes qui se synchronisent automatiquement pour un effet purement esthétique. C'est une première mondiale dans le sens où maintenant on est capable de synchroniser des images avec un robot en temps réel. Alors ça peut servir à tout type d'événement, ça peut être de la convention, ça peut être du spectacle, ça peut être une animation pour un stand par exemple. On dirait une grosse boule de cristal. Cette sphère est en fait un écran. Elle permet par exemple de voir en direct des images en ultra haute définition à 360 degrés filmées par un drone. Une magie qui opère grâce à des projecteurs dans le meuble et à des effets de miroir. Alors ça, c'est un produit qui vaut dans les 45 000 €. On est en train de déposer un brevet sur un plus petit système qui coûtera seulement quelques milliers d'euros et qui sera fait pour les particuliers pour regarder le JT d'M6 en 360 par exemple, ou alors ses applications de téléphone portable. Toujours plus d'immersion, c'est possible avec la réalité virtuelle et ses mouvements synchronisés au volant d'un bolide qui fonce à toute allure, comme aux commandes d'un parapente, les pieds dans le vide. Les vérins rajoutent vraiment à la sensation. La VR, on voit que ça commence à marcher, surtout dans l'événementiel.
Et le vrai marché, nous, on pense qu'il est sur le sensationnel et avec le simulateur, j'espère qu'on a réussi ce pari. 2 000 à 5 000 euros la journée de location. Ces expériences de réalité virtuelle seront très vite disponibles dans des salles d'arcade un peu partout en France.